On assiste depuis un petit moment à un contexte économique différent. On va dire depuis le Covid, les choses ont bien changé. On a quitté un univers de taux bas, on a retrouvé de l'inflation, on a un contexte géopolitique qui rabat toutes les cartes. Donc ma question ce matin, c'est est-ce qu'on est rentré dans un nouveau paradigme pour la gestion action? Alors pour répondre à cette question, j'ai demandé à deux gérants de nous apporter leur vision pour les mois et sans doute les années à venir. Alors en premier lieu, j'accueille Céline Pigmal, qui est fondatrice de Pigmal Houghton Investment, société de gestion indépendante et co-gérante du fonds Pigmal Houghton Global Equities, qui est un fonds d'action international, si je ne me trompe pas. Tout à Et fait. pour débattre avec nous également, Pierrick Baucher, qui est directeur général et directeur de la gestion chez InnoCap Gestion, qui est une société spécialiste des petites et moyennes valeurs France-Europe et qui la met en valeur au travers de sa gamme Quadrige. Alors, la première question, c'était mon introduction. Est-ce qu'on est rentré dans un nouveau paradigme? Quels en sont les marqueurs? Et puis, lorsqu'on a préparé rapidement ce webinaire, Céline, parmi vos réflexions, il y en a une qui m'a marqué, où vous dites qu'un bear market indique un changement de leadership et que les investisseurs aujourd'hui regardent dans le rétroviseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Oui, tout à fait, Claude. Donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec votre énoncé sur le fait que nous sommes dans un environnement différent. Je pense qu'on en parlera plus tard avec Pierrick, mais à mon sens, il y a une cassure qui a lieu en 1981 avec un 40 ans de taux d'intérêt qui baisse de façon continue et une autre cassure qui arrive avec des taux d'intérêt négatifs qu'on a connus au début des années 2000, enfin la fin des années 2000, 2010, début des années 2020. Donc ce sont des cycles extrêmement longs auxquels il faut être extrêmement attentif. Et c'est vrai qu'en général, c'est ce dont on avait parlé ensemble, l'investisseur a tendance à regarder dans le rétroviseur plutôt que de se projeter vers l'avenir. Et malheureusement, il y a bien peu d'investisseurs en 1981 qui avaient eu l'audace d'acheter des zéro coupons en se disant mais peut-être que nous ne reverrons pas un tel niveau de taux d'intérêt au cours des années à venir. Aujourd'hui, on est effectivement dans un point de bascule qui est à mon sens extrêmement intéressant et il est d'autant plus intéressant que, comme vous le disiez, on a connu un bear market en 2022. Et comme chacun sait, à chaque fois que vous avez un environnement de marché baissier, donc c'est un marché qui baisse de plus de 20% entre son point haut et son point bas, cela entraîne derrière un changement de leadership. Alors c'est pas le bear market qui entraîne le changement de leadership, en général c'est parce que le bear market vient du fait qu'on arrive à un point culminant sur une partie du marché qui est sur laquelle il y a eu trop d'investissements, du coup trop de concurrence et du coup des marges qui sont plus pressurisées que par le passé. Et donc il y a un changement de leadership parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a d'autres endroits sur lesquels, à l'inverse, il y a eu peu d'investissements, il y a moins de concurrence et il y a une demande puissante qui est en train d'émerger. Et c'est la conjonction de ces facteurs qui rend cette partie du marché plus intéressante pour les investisseurs pour l'avenir. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc, effectivement, mais malheureusement, ces changements-là, ils prennent du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, si on regarde, par exemple, la bascule 2000-2003, on a eu 3 ans où, effectivement, il y a eu de nombreux rebonds sur le Nasdaq avant de véritablement avoir ce changement de leadership qui arrivait sur d'autres segments de marché qui profitaient à l'époque de l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui entraînait une demande très importante pour les infrastructures, pour l'énergie, pour certains pans de marché qui en ont profité. Donc c'est ça, à mon sens, auquel il faut être attentif aujourd'hui, et c'est le message que j'aurais voulu faire passer aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Parfait. Ben, écoutez, je pense que les choses se sont un peu éclaircies. Pierrick, est-ce que vous partagez ces idées? Est-ce que pour vous, on est rentré également dans un nouveau paradigme? Et qu'est-ce qui vous anime, vous, après, dans votre gestion? Mais en tout cas, quels sont les marqueurs que vous avez repérés?
InnoCap Gestion, nous partageons complètement cette idée de nouvel environnement, nouveau paradigme. Mais pour l'appréciation de ce nouveau paradigme, j'ouvre une petite parenthèse sur l'une de nos caractéristiques, InnoCap Gestion, petite boutique spécialisée dans le stock picking. Nous recherchons la création de valeur et vraiment ce qui concerne les valeurs intrinsèques des entreprises, entreprise par entreprise, avec une approche terrain très forte. Une année normale, l'équipe de gestion, composée de 4 gérants, effectue environ 600 contacts sociétés. L'éloignement de Covid nous a rapprochés des décideurs et des patrons d'entreprise. Nous avons réalisé plus de 1000 contacts sociétés en 2020, également plus de 1000 contacts sociétés en 2021. Les enseignements sont riches. Nous avons vu l'évolution des carnets de commandes, la structure des carnets de commandes évoluer d'une composition quasi 100% volume à un bien meilleur équilibre entre les volumes et les prix. Nous étions début 2021. Et là, les enseignements étaient très forts pour nous. Nous avions déjà les prémices d'une inflation qui serait plus forte, plus durable, plus structurelle, qui se diffuse à l'ensemble des économies partout dans le monde, dans tous les secteurs, avec des implications claires. Les politiques monétaires allaient devenir beaucoup plus restrictives dans la durée, avec des hausses de taux d'intérêt progressives, graduelles, par plateau, sans force diminuer juste après ces hausses et ces plateaux. Donc, on rentrait dans un environnement qui est l'exact opposé des 10 dernières années, avec 2 implications fortes. La première, c'est attention aux excès des valorisations des dernières années. Il y aurait un retour à la moyenne, non pas des 5-10 dernières années, qui étaient des années exubérantes pour les 5 dernières, du fait de l'excès de liquidité, mais avoir en tête ce standard des 15 dernières années. Également, un deuxième élément fort, c'est qu'il allait y avoir des attaques sur la profitabilité des entreprises. Donc, c'était évident qu'il fallait se concentrer sur les entreprises les plus saines, les plus vertueuses, avec un pouvoir de marché fort, ce fameux pricing power. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et il faut se concentrer sur les entreprises qui ont en elles les germes de la productivité et qui permettent à leurs clients de leur donner les moyens de gagner de l'argent, de restaurer leur rentabilité. Il y a très peu d'entreprises qui ont cette vertu et dont la raison d'être est de faire gagner de l'argent à son client. Ce sont ces entreprises qui sont dédiées à la productivité et pour lesquelles les innovations apportent suffisamment d'intelligence qu'elles vont forcer les entreprises à une nouvelle hiérarchisation de leurs priorités d'investissement. On rentre dans un environnement où les investissements productifs devraient créer beaucoup de valeur et les investissements qui ne sont pas productifs vont être différés dans un second temps. Et là, le monde se scinde globalement. Il y aura vraiment les gagnants et les perdants. Très bien. Alors, vous avez commencé à nous parler de votre univers qui sont les petites et moyennes valeurs. Et je comprends la façon dont vous vous entretenez avec les différents chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait quand on gère un fonds monde? Puisque là, effectivement, j'ai regardé un peu les répartitions. Là, on est sur l'Europe. Céline, vous êtes sur le monde. Vous êtes en particulier sur la Chine. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ces sociétés qui vont apporter de la valeur? Mais comme le disait Pierrick, il faut être effectivement extrêmement sélectif, puisque comme nous l'avons dit en préambule, on est dans un monde qui va être difficile, un monde compliqué, un monde dans lequel effectivement les réflexes auxquels nous étions habitués vont être différents, et un monde dans lequel il y aura des pressions diverses qui vont arriver sur les entreprises du fait de coûts plus élevés, coûts salariés, coûts des matières premières, coûts de la production, coût du fait qu'on était auparavant dans un monde dans lequel la globalisation n'était pas un sujet, différents coûts qui pèsent sur les entreprises qui vont faire que ça va être plus difficile. Donc effectivement, il faut être très sélectif. Et Claude, c'est une excellente question. Comment fait-on pour être sélectif à partir du fait qu'on peut investir dans le monde entier? On fait exactement comme le fait Pierrick. On commence, nous, non pas avec les sociétés européennes, mais on commence avec les sociétés listées dans le monde entier. Donc, il y en a un peu plus de 2000 dans le MSCI All Country World. Et puis, à partir de cette liste, on va éliminer toutes les sociétés qui n'ont pas les critères de rentabilité auxquels nous sommes attachés. Donc, on va éliminer toutes les sociétés qui n'ont pas ROE à 2 chiffres. On va éliminer toutes les sociétés qui n'ont pas une génération de free cash flow positive. On va éliminer toutes les sociétés qui n'ont pas des marges opérationnelles élevées. Et au fur et à mesure de ce passage au tamis, on va se retrouver avec une liste réduite d'à peu près 300 valeurs. Et avec ces 300 valeurs, on va faire un travail beaucoup plus qualitatif
Donc, comme le disait Pierrick, effectivement, l'idée, c'est d'aller au contact des entreprises pour comprendre effectivement ce qu'elles ont un petit peu dans le ventre, pour voir si véritablement elles ont une puissance de tir suffisamment forte pour résister aux assauts des concurrents lors des années à venir. Et on fait ce travail de tamis à nouveau beaucoup plus qualitatif, et ça nous permet de nous retrouver avec aujourd'hui, je crois, 75 valeurs qui sont dans notre univers d'investissement. Donc on part du monde entier et on finit avec 75 valeurs seulement, parce qu'il faut être extrêmement sélectif. On est dans un monde, comme on le disait, difficile, rude. Si vous voulez survivre, il faut être avec les meilleurs. Et les meilleurs, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on cherche des leaders, mais par essence, ils sont rares. Donc on finit avec ces 75 sociétés qui sont dans l'univers. Et à partir de là, on va faire attention aux valorisations. Parce qu'effectivement, à mon sens, il y a une erreur qui est commise aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des valorisations. On se dit, il suffit d'avoir une belle société et puis après, tout va bien se passer. Mais malheureusement pour nous, ça ne suffit pas. Souvenez-vous, encore une fois, de l'environnement que nous avons connu en 2000 ou celui que nous avons pu connaître à la fin des années 60. À l'époque, vous aviez, à la fin des années 60, une société comme Kodak qui se traitait à plus de 45 fois les profits. Est-ce que c'était un bon investissement pour les années 70? Malheureusement, non. Parce que même si Kodak a survécu et qu'on a continué à faire des photographies, ce n'est pas une société qui a pu profiter de l'environnement dans les années 70 parce que la valorisation de Kodak était beaucoup trop élevée et on a eu une baisse de valorisation qui a neutralisé la progression des bénéfices. Dans les années 2000, j'avais un autre exemple en tête, c'est une société qui s'appelle Medtronic. Medtronic, leader des stents cardiaques, que j'espère que vous n'utilisez pas, mais qui est un outil extrêmement utile si jamais vous avez des problèmes cardiaques. Donc c'est une société qui a une progression de 12% de ses bénéfices entre 2001 et 2011. Le cours de bourse fait moins 3% par an. Tout ça parce que vous avez une société qui se traitait 42 fois et qui a baissé à 11 fois. Donc il faut être attentif à deux choses quand on investit. À mon sens, il faut faire attention à la force de la société, à son bilan, à sa capacité à résister, à sa capacité à générer de la croissance au cours des prochaines années, mais il faut également faire attention à la valorisation, parce que sinon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et vous allez souffrir d'une baisse de valorisation. Et c'est quand on combine ces deux éléments qu'on arrive à composer le portefeuille. Et donc nous, tel un chasseur, on attend le bon moment pour faire rentrer ces leaders dans le fond. Et donc aujourd'hui, on a 30 sociétés seulement dans le portefeuille qui combinent ces deux éléments, force de frappe et valorisation. Et c'est comme ça qu'on finit avec un portefeuille dans lequel aujourd'hui vous avez 25% sur la Chine. C'est pas parce que je suis convaincue que M. Xi Jinping est un immense leader, c'est tout simplement parce que vous avez des sociétés qui sont cotées à Hong Kong ou à Shanghai, qui détiennent les avantages compétitifs dont nous parlions tout à l'heure, avec le type de rentabilité que nous souhaitons, et qui aujourd'hui souffrent d'une décote massive parce qu'effectivement, personne ne veut investir en Chine. Voilà. Parfait. Alors, je suppose, Pierrick, que vous partagez ces points de vue. On va essayer, et on reviendra avec vous, Céline, sur peut-être une ou deux valeurs. Ça permet au public de mieux comprendre, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire. Pierrick, est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux valeurs dans lesquelles vous avez investi et les raisons pour lesquelles vous avez investi? Alors, nos pensées sont tout à fait communes avant les exemples d'investissement. Nous sommes convaincus que l'environnement est plus complexe. Moins de croissance, plus d'inflation, moins de rentabilité. L'environnement est sain, c'est un environnement de sélection naturelle. Les plus fragiles se nécrosent, vont se faire sortir du marché. Les plus forts, les plus différenciants sont les grands gagnants, vont créer beaucoup de valeur. On revient à un environnement favorable à la sélection de valeur, favorable à la gestion active. Le monde se scinde, c'est un monde à deux vitesses et il faut être sur la bonne plaque tectonique, ça y est, qui est partie, elle va partir pour plusieurs années. Donc, place à la gestion de conviction, au choix marqué. Notre process d'investissement est assez similaire. Il a un double filtrage, notation sur l'analyse des fondamentaux, puis notation ISR. On se concentre sur les entreprises les plus différenciantes, celles qui ont un positionnement unique au monde, qui savent faire des choses que les concurrents ne savent pas faire. Donc on se retrouve en portefeuille avec des leaders mondiaux, avec une très forte part de marché au niveau mondial et ce fameux retour sur capitaux employés qui soit très fort dans des industries très différenciantes, avec des barrières à l'entrée extrêmement fortes et des leaders très rentables, que l'on soit en France, en Europe, indépendamment
des secteurs d'activité et des tailles d'entreprise. La similitude, elle est forte, de la différenciation, des grands gagnants, et on doit répondre à deux questions complémentaires. Est-ce que je rentre en phase d'accélération de ma croissance des profits dans un monde qui ralentit? C'est ce que l'on cherche. Et est-ce que ma valorisation est modérée dans un environnement où les attaques vont se poursuivre? Il faut absolument avoir en permanence ce triptyque avant d'investir, être patient, être sélectif. On concentre nos portefeuilles autour des 30, que ce soit en France, en Europe, sur du small cap, du mid cap ou du large cap, ultra concentré, ultra sélectif. On investit dans environ 1% des entreprises cotées, les plus fortes, les plus différenciantes, les plus solides. Alors les gagnants, ils sont doublement gagnants. On va arriver sur quelques exemples. Au-delà de la différenciation, ces gagnants vont être les acteurs qui vont construire et renforcer notre souveraineté européenne et occidentale dans un monde plus compliqué, où l'économie est plus compliquée, où la géopolitique est plus compliquée. Et quand on arrive sur certains secteurs, on va prendre un secteur qui se fait attaquer par l'inflation, la grande distribution. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou en Asie, l'ensemble des acteurs de cette industrie font des avertissements sur chiffre d'affaires et sur résultats. L'inflation nécessite de changer plus rapidement les prix, nécessite de réduire les coûts. Vous avez en France une ETI qui est leader mondial des étiquettes digitales, qui remplace le papier par du digital et qui permet de rendre les magasins plus rentables, pilotés par la data et qui apporte à ses grands clients réduction de coûts, hausse de chiffre d'affaires. Vous allez voir, l'accélération de croissance, elle est très forte. 2009-2019, chaque année, c'est environ 20% de croissance organique. Cette entreprise, c'est SES-imagotag. Depuis 2021, sa croissance est comprise entre 30 et 40%. Cette entreprise, par ses solutions, apporte de l'intelligence et permet à ses grands clients de réduire les coûts, monter le chiffre d'affaires, et ça change tout. Son rythme de croissance a doublé. Il y a quelques semaines, Walmart, le géant américain, a fait ce qu'il n'avait jamais voulu faire depuis des années, changer le papier par du digital. Les chiffres sont éloquents. Les 4500 magasins aux États-Unis vont être remplacés par des solutions SES-imagotag. On parle de 500 millions d'étiquettes, un contrat d'environ 3 milliards de dollars à déployer sur 5 à 7 ans. Le chiffre d'affaires d'SES-imagotag était de 620 millions d'euros en 2022. Et au cours des 20 dernières années, SES-imagotag a vendu un parc de 400 millions d'étiquettes. Là, on a un contrat, 500 millions d'étiquettes. Le monde change. Il y a les grands gagnants, puisque ce sont des fournisseurs de productivité, d'intelligence et de réactivité pour tous ces grands groupes industriels qui doivent gagner en flexibilité et retrouver de la rentabilité. Donc, le monde est sain pour les acteurs les plus vertueux qui ont cette capacité de restaurer la rentabilité pour leurs grands clients. Alors ça, c'était un exemple. Vous en auriez un deuxième? Un deuxième, et là, on va basculer Oui. dans des enjeux de noblesse, de positionnement de stratégie industrielle. Dans l'industrie des semi-conducteurs, on a en France une ETI qui s'appelle Mersen, qui est le leader mondial des spécialités électriques, des fusibles industriels et de la gestion de puissance au niveau d'électrique, mais qui est également, et c'est moins connu, le leader mondial des matériaux avancés et leader mondial du graphite. Ce graphite ultra pur est utilisé dans les fours pour les semi-conducteurs comme revêtement d'isolation. Pour les fours qui fabriquent les wafers à base de carbure de silicium, c'est un semi-conducteur de nouvelle génération très utilisé dans l'industrie des véhicules électriques, puisque ce matériau permet d'augmenter l'autonomie des véhicules d'un peu plus de 100 km. Et on a aujourd'hui Mersen qui contribue à l'industrialisation de cette filière de nouvelle génération au niveau des semi-conducteurs. Les chiffres sont très impressionnants, puisque Mersen a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1 milliard d'euros. Et là, le contrat gagné avec le leader américain pour isoler ses fours, si on extrapole sa part de marché à l'ensemble des acteurs, on est sur des contrats qui représentent un peu plus de 1 milliard d'euros en quelques trimestres. Mersen contribue à réindustrialiser en Europe, aux États-Unis, en Occident, cette filière des semi-conducteurs de nouvelle génération, là où l'Asie l'avait développé au cours des dizaines de dernières années. Le monde change, la souveraineté se construit, le protectionnisme augmente dans toutes les zones géographiques et les acteurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, les acteurs les plus différenciants, les plus intelligents, ont leur carte à jouer dans la réindustrialisation et dans ces enjeux de construction de souveraineté occidentale. L'environnement est très sain et potentiellement créateur de valeurs très fortes pour les quelques acteurs qui seront les grands élus de ce monde qui change. Parfait, alors c'est rassurant de savoir qu'en France, on a quelques pépites, tant mieux.
On a souvent tendance un peu à faire du French bashing, c'est une bonne chose. Alors, Céline, là, on va aborder peut-être des valeurs un peu plus internationales, et finalement, vos fonds se complètent bien, donc c'est ça l'intérêt. Oui, oui, des valeurs internationales, mais je voulais quand même rappeler que nous avons dans le portefeuille 27% d'exposition à l'Europe. Donc, comme Pierrick, on est tout à fait convaincu que nous avons des champions locaux en Europe qui vont profiter de ce nouveau monde que nous avons décrit ensemble. Mais effectivement, pour prendre des exemples qui soient différents, je voulais mettre l'accent sur deux entreprises qui, à mon sens, reflètent ce nouvel environnement et qui sont bien positionnées pour en profiter. Une société chinoise, puisqu'on parlait de la Chine tout à l'heure, c'est Mingyang. Mingyang, c'est le leader chinois des éoliennes de mer. On parle d'un monde qui change. Dans ce monde qui change, on a une transition énergétique. La Chine a une côte extrêmement importante et donc effectivement la société Mingyang, qui est leader dans la région de Shenzhen, profite de cette côte très importante pour déployer ces éoliennes de mer. Ils ont une part de marché de 40% en Chine et dans ce monde qui change, ceux qui sont en avance d'un point de vue technologique et d'un point de vue de la taille ont un avantage compétitif par rapport aux autres. C'est cela dont profite Mingyang pour augmenter sa part de marché d'année en année. L'autre avantage compétitif dont ils profitent, en dehors de la taille, c'est le fait qu'ils ont une technologie qui leur permet d'être 25 à 30% moins chers que leurs concurrents par une technologie qui s'appelle Hybrid Drive, qui permet d'avoir des pales notamment plus petites et qui permet également d'avoir une emprise au sol plus étroite que les concurrents. Donc tout ça amène à un coût total de l'éolienne qui est moins important que les autres. Donc dans un monde où le coût de production de l'énergie compte, cela fait la différence. Donc un très bon positionnement technique et un très bon positionnement par leur taille, 40% de part de marché, leader, marge, donc ROE, on est à 20% pour Mingyang. Et cette société, en termes de croissance, on a une croissance potentielle supérieure à 20%, puisqu'on a une pénétration des éoliennes de mer en Chine qui croît de façon extrêmement importante, avec une problématique politique peut-être moins marquée que chez nous, où on a partout des écrits anti-éoliennes, ce que je peux tout à fait comprendre d'un point de vue personnel par rapport aux oiseaux, etc. Mais ces problématiques sont moins présentes en Chine. Voilà, donc effectivement, un déploiement qui va profiter à la société, et une société comme Mingyang, elle se traite à 7 fois les bénéfices. Donc effectivement, vous avez bien une décote liée à la localisation en Chine. Un autre exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Schlumberger. Donc Schlumberger, c'est une société que nous connaissons tous, hein, puisque à la base, c'est une société qui est née grâce à des ingénieurs français il y a bientôt, enfin plus de 100 ans, et donc un savoir-faire reconnu, une technologie supérieure aux autres, des parts de marché qui se situent entre 30 et 40% pour les services aux sociétés pétrolières et gazières. Et cette société-là, elle profite du fait que on doit continuer à extraire du pétrole et du gaz à court terme au moins, parce que nous avons besoin encore d'énergie fossile, notamment de gaz, pour remplacer le charbon qui pollue beaucoup plus que le gaz. Et donc, dans cet environnement, on a une croissance pour Schlumberger qui est supérieure à 20% pour les 5 prochaines années. Et cette société-là, elle se traite à 11 fois les profits. Là aussi, là, c'est pas la décote chinoise, mais là, c'est la décote énergie, parce qu'effectivement, c'est un segment auquel personne ne veut être exposé. Et donc, on voit bien une dichotomie entre le fait que vous avez un leader avec toutes les caractéristiques auxquelles nous sommes attachés en termes de profitabilité et une valorisation qui ne reflète pas la qualité de ce leadership, parce que c'est un segment de marché qui a du mal à être perçu comme étant attractif pour les investisseurs, compte tenu du fait que tout le monde on ne veut plus être exposé aux énergies fossiles. Voilà. Donc c'est deux exemples de positionnement que nous avons dans le portefeuille aujourd'hui. Donc, leader, prix raisonnable et à notre sens bien positionné pour l'environnement actuel. Parfait. Donc, bon, je crois qu'on a complètement compris là où vous vous situez, et vous êtes à peu près dans le même créneau.
C'est vrai que là, on parle plus de gestion passive, hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus précis. On va rechercher de la valeur. Et je crois que ce qui est important, en fait, quand un investisseur vient et investit de l'argent dans vos fonds, il recherche du rendement. Je crois que c'est le message que vous voulez indiquer et clarifier. Donc, je vous remercie pour ces éclaircissements. Et puis, on va suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution de vos fonds. Et je vous dis à bientôt.